Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast du Bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall. Cette semaine, nous allons parler du sujet qui a retenu l'attention au cours des derniers jours. On va pas se le cacher. On va parler de cet autre changement de pilote chez Red Bull. Donc, pour ceux et celles qui ne le savaient pas, Liam Lawson, après 2 Grands Prix chez Red Bull, est out et va être remplacé par Yuki Tsunoda, qui était avec Racing Bulls depuis 2021, et Lawson, qui est avec Red Bull depuis basically le début de la saison, donc après 2 Grands Prix. Donc, Lawson fera le chemin inverse, il ira chez Racing Bulls, où il va retourner avec l'équipe basée à Faenza, puisque Lawson, en 2003 et en 2024, avait remplacé Daniel Ricciardo, premièrement en 2023 lorsque l'Australien s'était blessé et en 2024 lorsque Red Bull a décidé de couper les ponts avec le célèbre pilote souriant. Après 2 Grands Prix avec Red Bull Racing, Lawson a terminé 12e lors du Grand Prix de Chine, 14e lors de la même épreuve mais en sprint et a abandonné lors du Grand Prix d'Australie. Et en qualification, il s'était qualifié en fond de grille dans les 3 séances de qualification officielles et j'inclus le sprint dont il s'était qualifié 2 fois 20e. Mais en 11 Grands Prix avant 2025, Lawson a récolté 6 points avec Racing Bulls, donc des points lors du Grand Prix de Singapour 2023, et ensuite a enchaîné avec les Grands Prix des États-Unis et de São Paulo. Et il a maintenant le triste record du pilote avec le moins de Grands Prix disputés avec Red Bull. C'est un de moins que Robert Doornbos en 2006, mais Doornbos, lui, c'était vers la fin de la saison 2006 et de toute façon, Red Bull avait signé Mark Webber pour épauler David Coulthard. Alors, j'accueille avec moi Ana Maria Mercado Lopez et Marc-André Fortin. Bonjour. Bonjour Abdou. Salut Abdou. Comment allez-vous? Très bien, et toi? Ben oui, très bien, merci. Alors, je vais vous poser tout de suite la première question, puis je vais commencer avec Marc-André, vu que tu es notre fan Red Bull par excellence, avec Brian Ouimet, qu'on salue d'ailleurs, un ami du podcast. Était-ce la bonne décision à prendre chez Red Bull? Et par de ce fait, est-ce que... C'est ça, là, c'était la bonne décision à prendre, puis est-ce que on va aussi parler de Liam Lawson? Ouais. Malheureusement, je pense que oui. Malheureusement, parce que je pense que la décision de Liam Lawson aurait dû être différente cet été. Après 2 Grands Prix, est-ce que Liam Lawson est capable de contrôler la deuxième voiture Red Bull? En fait, la question, c'est est-ce qu'il y a un pilote qui est capable de conduire cette deuxième voiture? C'est tout simplement cette question aussi. Je pense que bien que les 2 derniers Grands Prix en Australie et en Chine n'étaient peut-être pas des terrains très favorables à la Red Bull, surtout qu'on attend de bonnes modifications d'ici 3-4 courses selon ce qu'on a pu voir. J'ai l'impression que Red Bull se sont dit on a peut-être trop attendu avec Checo, on prendra pas la même chance de se perdre rapidement dans une saison puis pas être capable de revenir. Malheureusement, ça nous force à nous questionner au jugement de Christian Horner et d'Helmut Marko concernant les deuxièmes pilotes. Après Pierre Gasly, après Alexander Albon, après Checo, c'est maintenant Liam Lawson qui passe au coup près. Je pense on l'a vu avec Alexander Albon. Est-ce que ça a été trop rapide? Peut-être, mais je me repasse mes mots d'il y a quelques années. J'avais l'impression qu'à ce moment-là, c'était la bonne décision. Même chose pour Gasly, inversement. Là. Donc, je pense que l'avenir est trop tôt pour vraiment déterminer si c'est une bonne décision. Mais ne soyez pas surpris si Liam Lawson réussit peut-être à terminer devant Tsunoda. C'est vraiment, en fait, ça va créer un barème
un barème, puis on va pouvoir voir quel type de pilotage Tsunoda va pouvoir faire et quel type de pilotage, finalement, Liam Lawson faisait dans cette Red Bull. Anna Maria, toi, est-ce que tu penses que après 2 Grands Prix, c'était la bonne décision de remettre Liam Lawson chez Racing Bulls? Mais c'est comme difficile à évaluer parce que c'est juste 2 courses, 2 Grands Prix. Donc, la session est longue, mais j'ai plutôt des mêmes avis de Marc-André que oui, c'était peut-être plus tôt, mais en même temps, Red Bull, il ne pouvait pas se permettre encore faire une session comme Checo, qu'il était tellement coincé avec qu'il n'y avait rien à faire après. Ils n'ont pas gagné les championnats parce qu'ils n'ont pas osé changer les pilotes. Donc, maintenant, j'imagine que dans les contrats de Liam Lawson, il y avait des clauses de performance ou quelque chose. Ben, on s'imagine beaucoup de choses, mais en même temps, c'est peut-être le même Lawson qui a demandé de se faire sortir de Red Bull parce que lui, il vient de commencer sa carrière et de la façon qu'il a commencé, c'est comme bien mieux aller dans une voiture qu'il connaissait déjà. Ça lui donne beaucoup plus de chances et peut-être après, il pourrait revenir à Red Bull. Donc, je pense que c'est la bonne décision. Si Red Bull veut vraiment aller chercher les championnats, il n'y avait pas le choix, de faire les changements. Et je l'avais dit la session l'année passée, je disais, oui, c'est mieux donner la place à Lawson et après, soit au moins Yuki pour le remplacer, que donner la place à Yuki et après, toi personne, parce que Lawson, il restait peut-être et pas chez Red Bull si Red Bull ne donnait pas la voiture. Bon, oui, effectivement, mais il y a aussi plusieurs points à tenir en compte aussi dans le cas de Liam Lawson. Comme je l'ai dit en préambule, avant 2025, il n'avait que 11 Grands Prix d'expérience. Et c'est sur 2 saisons. Donc, il est arrivé vraiment tard dans l'année. Alors, et en plus, sur ces 2 Grands Prix, il était sur 2 circuits qu'il n'a jamais connus. Donc, déjà là, c'était le lancer dans le bain directement et on lui dit débrouille-toi. Donc, évidemment, c'est sûr qu'il allait en arracher. Mais aussi, il y a eu en Chine, il y a eu des circonstances, entre autres en qualification, où il y a eu un drapeau jaune causé par un tête à queue de Jack Doohan. Il a été dépassé par Pierre Gasly dans le dernier virage en Chine alors qu'il essayait de préparer son tour lancé et il a commis des erreurs. Même chose en Australie aussi, des erreurs de pilotage. Mais aussi, en faisant la recherche, en préparant l'épisode évidemment, j'ai trouvé l'article de Luke Smith dans The Athletic qui raconte un peu en détail les coulisses derrière la décision de se départir de Liam Lawson et de le retourner chez Racing Bulls. Donc, il y a eu une rencontre entre la direction de Red Bull Racing, c'est-à-dire Christian Horner, Helmut Marko, compagnie, et les actionnaires à Dubaï, au lendemain du Grand Prix de Chine. Et il y avait un accord commun comme quoi, Lawson n'allait certainement pas finir la saison avec l'équipe mère. Shalem Yovidia, qui est l'actionnaire à 51% de Red Bull, la marque globale, qui est quelqu'un qui est assez réservé, avait aussi exprimé ses craintes quant aux performances du Néo-Zélandais. Il y a eu 3 facteurs clés. D'abord, le niveau de performance du deuxième volant, l'aide au développement de cette voiture
pas seulement autour de Max Verstappen, parce que je pense que il y a ça aussi. Je sais qu'il y a cette, entre guillemets, malédiction du deuxième pilote chez Red Bull, mais j'y crois pas personnellement. Je pense que c'est une voiture, et je ne pense pas que c'est une voiture qui est bâtie autour de Max Verstappen. Le troisième facteur, c'est de donner le meilleur soutien possible à Lawson. Là-dessus, on reviendra après qu'on aura parlé de Yuki Tsunoda, parce que je pense que ça, on va beaucoup en parler. Mais, pour revenir à Lawson, en course, il était presque 9 dixièmes plus lent que Verstappen, mais il y avait déjà des inquiétudes dès les essais pré-saison au Bahreïn, parce que en analysant les données lors des essais pré-saison, il y avait un énorme écart de performance entre le champion en titre et Lawson, malgré un manque de simulation de course. Puis on avait aussi, Luke Smith a aussi dit il a perçu que Lawson était vraiment stressé. Il était même perdu dans les communications auprès de son ingénieur de piste. Donc, voilà, ça, c'est un peu les détails que j'ai trouvés dans l'article de Liam Lawson. Là-dessus, après tout ça, est-ce que ça change quand même votre perception ou bien vous pensez que ça ne change pas grand-chose au final, Marc-André? Exact. Je trouve que tu as bien résumé la situation. Je veux dire, moi ou non plus, la malédiction, je n'y crois pas du tout. Je pense que c'est des mauvaises décisions après mauvaises décisions qui sont venues finalement à ça. Puis moi, je me demande surtout, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où on a engagé Liam Lawson et le moment où on a décidé de le faire quitter? Est-ce que c'est parce que Tsunoda a été très bon? Est-ce que Tsunoda a maturé en deux matchs? Je pense pas. Ce sera à mon tour de faire une comparaison et une référence soccer, mais pour nos écouteurs québécois, le CF Montréal ont fait un changement très rapide avec l'entraîneur. Selon ce qu'on a pu comprendre, dès le premier match, ils voulaient le renvoyer. Mais visiblement, c'est parce qu'à la base, leur décision était presque déjà faite. Puis, ils ont pris la mauvaise décision de continuer avec Laurent Courtois quand même. Là, je transfère à la Formule 1. Qu'est-ce qui a fait en sorte? Et je sais pas, je me souviens plus vers quel mois Red Bull ont décidé de prendre Liam Lawson. Mais visiblement, Liam Lawson n'avait pas beaucoup de cordes, là. Il était pas mal au cou, là, puis il prenait pas grand-chose pour prendre le bord, finalement. C'est sûr que... Mais c'est Red Bull. Mais jusqu'à quel point ou jusqu'à quand on va dire « c'est normal, c'est Red Bull ». À un moment donné, ça prend une prise de conscience. Cette voiture-là est vraiment, vraiment moins bonne que l'on peut penser. Max fait sûrement des miracles. Et longtemps, on a pensé que la voiture de Max était meilleure que la voiture numéro 2. Et peut-être qu'on est en train de se rendre compte que finalement, peut-être que Max faisait vraiment du très bon boulot avec cette voiture. Mais comme j'ai dit tantôt, moi, je pense qu'il n'y a pas un Grand Prix qui m'a autant excité que celui du Japon parce qu'on va avoir tellement de réponses sur cette voiture. Anna Maria, Lawson, lors des entrevues du Grand Prix, pendant le Grand Prix de Chine et après la course aussi, a dit que d'abord, je salue Lawson parce que c'est pas quelqu'un qui se laisse aller. Certains pensent qu'il est arrogant parce que d'abord, on se souvient de ce qui s'est passé avec Perez au Grand Prix de Mexico City, le doigt d'honneur. Mais en Chine, il a dit, c'est le temps. J'ai pas de temps parce que tu dois quand tu es avec Red Bull, tu dois performer le plus rapidement possible. Donc, est-ce que, d'après toi, encore une fois, je veux garder tout ce qu'on parle du management de Red Bull pour plus tard, mais est-ce que dans le contexte de Liam Lawson, Red Bull a pas été
trop vite sur la gâchette en ne laissant pas beaucoup de temps à Lawson, vu son inexpérience. Parce que oui, je comprends, c'est 11 courses, mais c'est pas un pilote qui a roulé à temps plein. Oui, mais je pense que c'est là l'erreur, parce que même Verstappen, avec tout son talent, il a quand même, avait fait quand même une session, je pense, au complet avant d'être promouvoir à Red Bull. Il avait testé, mais Lawson, il a fait, comme tu dis, juste des courses pour remplacer des pilotes. Ça s'est bien passé, mais c'était pas non plus sur la Red Bull de Checo. Et je pense que depuis le départ, c'est pas parce que Red Bull il voulait les mettre dehors. Je reviens toujours à la chose que le monde oublie, que peut-être Lawson, c'était un pilote Red Bull, et si lui, il n'y avait pas la voiture, c'est ça, il arrêtait là, il restait agent libre. Donc, qu'est-ce qu'il fait Red Bull? Moi, j'aurais fait la même chose. Mais regarde, je te donne la voiture, tu performes. Si ça marche pas, ben, tu reviens sur comment sur la Minardi, peu importe, Toro Rosso. On va appeler ça Minardi. On va l'appeler la Minardi. Ça ne performe pas, tu reviens sur la Minardi. Et comme ça, l'équipe, il se garantit de garder les pilotes parce que c'est ça le deal. Donc, tu gardes ton pilote, c'est à toi, et il ne va pas s'en aller. Il est déjà coincé. Mais est-ce que c'était rapide? Mais de mon point de vue, celui qui a eu trop de chance, c'est Checo. Je ne sais pas c'est quoi le deal qu'il y avait Red Bull avec c'est ça, Slim, mais c'était inimaginable, c'est trop de chance. On n'a jamais vu Red Bull donner la chance à quelqu'un. Je pense que ça, c'était anormal. Qu'est-ce qui se passe avec Liam Lawson? Je pense que c'est normal. Et après la grosse session, tu dis, mais c'est pas une question qu'il a crashé la voiture, c'est pas une question qui a eu des problèmes mécaniques. Là, je blâmerais Red Bull parce qu'on peut dire, ben l'homme a des problèmes mécaniques, pourquoi tu vas mettre les pilotes dehors? Mais sur la Red Bull, est-ce que vraiment, Lawson était tellement lente. Dans les deux Grands Prix, même à Chine, Red Bull, ils sont la voiture de parc fermé juste pour les mettre une nouvelle configuration, pour essayer de faire quelque chose. Et ça n'a pas marché. Je ne sais pas, mais je sais que tout le monde blâme la voiture. Je ne crois pas ça. Je pense qu'il y a tellement de pression, il y a tellement de stress que tu veux tellement performer que ça ne marche pas. Et dans les situations de stress, dans la situation de pression, les pilotes, ils veulent performer, ils veulent bien faire. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne vais pas cracher la voiture et il n'y a plus de vitesse. Il n'y a plus de vitesse parce que je pense qu'il y a peur de faire un crash, de ne pas bien faire. Donc, à part qu'il ne fait pas bien, il est trop lent. Donc, je dis, dans ce cas-là, Red Bull, il n'y avait pas le choix de faire autre chose. Parce que si il veut se battre pour le championnat, il faut regarder qu'ils n'ont pas la meilleure voiture du plateau. Et Verstappen, il ne peut pas faire comme avant, qui pouvait donner beaucoup de points à Red Bull et dire on n'a pas besoin de 12e pilote, mais maintenant on a besoin de la 12e voiture. Mais tu vois, et qu'est-ce qu'il va faire Yuki? Je pense que dans ce cas-là, Yuki, il est tellement envie de monter sur la Red Bull, ça fait trop longtemps, il n'y a pas peur, et je pense qu'il n'y a pas de stress non plus. Ouais, on va parler de Yuki Tsunoda un peu plus tard, mais tu vois, il y a quelqu'un qui est en accord et en désaccord avec toi. C'est l'ancien pilote de Formule 1 qui est d'ailleurs passé dans la sphère Red Bull, Jaime Alguersuari, qui a donné une entrevue au site officiel de la Formule 1. Je vais prendre quelques de ses extraits. Il dit que Liam n'est pas si mauvais qu'on le pense. On peut s'attendre à ce qu'il en arrache
au début de la saison. Et il n'aurait pas été si mauvais que ça comparé justement au début de la saison. Mais tu peux pas être un héros et devenir le pire pilote sur 1 ou 2 courses. Évidemment, c'est toujours ce terme, t'es toujours aussi bon que ta dernière course ou whatever. Pour vous dire qui est Rami Al-Ghashwari, c'est un pilote qui a remplacé Sébastien Bourdais en 2009 à Toro Rosso. Il a duré 2 saisons et demie, a été remplacé à la fin de la saison 2011 par Daniel Ricciardo. Et ensuite, Al-Ghashwari est devenu un pilote il est devenu un pilote de développement pour Pirelli, est allé faire son passage en Formule E et est maintenant un DJ. Et toujours dans le fait de se comparer avec Max Verstappen, c'est quand même quelque chose qu'on va en reparler un peu plus tard. Mais il dit, sur 24 courses, personne ne peut être plus rapide que Max dans cette équipe. Et ça, c'est bien vrai. On va se dire, depuis... Oui, d'accord, il y a eu Daniel Ricciardo qui a été presque au même niveau que Max Verstappen, mais depuis, personne n'a été capable de le battre sur une manière régulière. Pas même Sergio Perez, qui a été le plus expérimenté de ceux qui ont succédé à Danny Rick. Et il y a quelque chose aussi qu'il faut prendre en considération en parlant de Verstappen, c'est sa capacité de conduire une voiture sous-vireuse, survireuse. Il est capable de conduire les voitures sur toutes les formes, avec du sous-virage, avec du survirage. Et évidemment, quand je parlais tout à l'heure du fait que la voiture est bâtie autour de Max, Jaime dit exactement, c'est pas vrai. Parce que la voiture est bâtie pour être la meilleure voiture possible. Et évidemment, vous voulez pas avoir une voiture qui sous-vire parce que ça devient une voiture très lente. Et évidemment, le style de Max, on le sait, c'est un style agressif. Et avec une voiture qui est très pointue, ce qui fait en sorte que vous avez une meilleure voiture. Et aussi, il sait comment bien balancer, gérer, faire le setup des voitures. Comme ça, il est capable d'aller chercher le maximum. Et ça n'a pas été le cas pour les autres. Donc, il y a ça aussi qui a joué en la défaveur de tous ceux qui ont succédé à Daniel Ricciardo et même le plus expérimenté des numéro 2 post-Ricciardo n'a pas été en mesure d'être au même niveau que Max et de livrer des performances attendues. Même si Perez a réussi à ramener des titres de sa propre manière, le championnat des constructeurs, mais ça a été 80-90% le travail de Max. Il y a ça aussi qui a joué en défaveur de Liam Lawson, Marc-André. Tout à fait. Tout à fait. Tu sais, je veux dire, Max est un imbattable dans sa propre écurie. Ça, il y a personne qui va me faire changer d'idée sur ça. Après ça, ce qu'il faut à Red Bull, c'est de réussir à trouver un pilote qui peut juste bien faire. Je pense pas qu'on demande la lune à un deuxième pilote chez Red Bull. Oui, on demande la lune, par contre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on en demande beaucoup, mais... Tu m'excuses, je voulais chanter du H2. C'est correct. mais je pense que, tu sais, c'est tout de même profitable et possible, je veux dire, de trouver un deuxième pilote potable. Mais là, tu sais, Carlos Sainz était disponible. Je veux dire, je pense que l'expérience de Carlos Sainz aurait pu être tellement profitable. Est-ce que c'est lui qui voulait pas? Est-ce que c'est Horner qui voulait pas? Bon, on n'a pas été dans les paddocks. On peut pas trop savoir qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Mais j'ai hâte de voir Yuki parce que Yuki, après tellement de gaffes, je dois admettre qu'il devient plus mature. Et je repose la question, qu'est-ce qui a changé en 6 mois
pourquoi Yuki tout d'un coup est le nouveau dieu de Red Bull et celui qui a la solution pour réussir à tenir ce cheval qui ne se tient pas. Ou ce taureau, disons. Je vais y aller avec le taureau. C'est vraiment improbable quand même. Exact. C'est quand même improbable. Puis, je veux dire, je pense que ça va avoir un impact aussi sur l'opinion générale de tout le monde. Puis là, Lawson est en bas avec Racing Bulls. Hadjar est en bas. Déjà, eux, ils doivent regarder en arrière parce que il y en a un qui pousse. C'est pas un 2 de pique, là. Lindback, j'ai Lindback dans la tête, mais je sais que c'est pas ça. Mais j'ai pensé aussi à Arvid Lindblad qui est en F2 en plus. Tu sais, je veux dire, là, ça pousse en bas, mais tu vois, Lawson poussait, Hadjar poussait. Je veux dire, ça roule tellement en Formule 1 que déjà là, Hadjar et Lawson vont se retrouver presque en danger d'un baquet peut-être parce que on va voir ce que Lindblad va faire, mais il est très bon, là. Ouais. Il est très bon en bas, là. Anna Maria. Bon, dans les faits, c'est ce que dit tout le monde. Mais oui, la voiture, il dit qu'il est bâti pour Max, mais moi, je ne pense pas non plus que ça soit vrai. C'est ce que je pense, c'est que Max est capable de la conduire. Il donne son feedback. Et qu'est-ce qu'il me dit? Comme Scalabron, il me dit une fois, c'est sûr, on ne construit pas la voiture pour un pilote, mais c'est sûr qu'on prend les dons de celui qui est plus rapide parce qu'on veut une meilleure voiture. On ne va pas adapter la voiture à celui qui est lent. On prend les dons, on le met sur la voiture de celui qui est plus rapide, celui qui est capable d'aller chercher des podiums, celui qui est capable de gagner des courses. C'est là où on laisse un petit peu le 12e pilote. Mais ça ne veut pas dire non plus que le 12e pilote a une mauvaise voiture. C'est juste que lui, il doit s'adapter à la voiture. Et dans ce moment-là, avec les plafonds, les bouger, c'est plus difficile parce que dans les temps de Montoya Kimi dans la même équipe ou en McLaren, il pouvait faire une suspension différente pour chaque pilote, il pouvait faire des choses, mais ça coûtait. Mais maintenant, je crois qu'on a perdu. Il vivent avec. Ouais. Mais en même temps, je pense, et j'ai envie de compléter là-dessus, mentalement, pour Liam Lawson, ça va être le fait de retourner chez Racing Bulls, ça, c'est pas une décision facile, mais il va prendre le défi avec plaisir. Ben, pas avec plaisir, mais il va relever le défi de fermer, de prouver que après, lorsque Red Bull aura besoin de lui, si jamais ça ne fait pas l'affaire avec Tsunoda ou bien c'est juste temporaire. Tsunoda, c'est juste temporaire. Ben, au moins, Lawson pourra prouver que il a acquis une meilleure expérience sur sur comment bien développer une voiture. Donc, je pense que ça fait mal d'être, disons, rétrogradé après 2 Grands Prix seulement. Mais pour lui, ça peut être pas un caillou dans une chaussure, mais c'est plus un chemin tortueux, en fait, dans lequel il passe en ce moment. Mais il y aura des jours meilleurs. Ça, j'en suis sûr. Mais celui qui va avoir des jours meilleurs, et d'ailleurs, c'est son Grand Prix national, c'est Yuki Tsunoda qui, finalement, pour plusieurs, obtient le volant qui aurait dû lui appartenir au début de la saison. Évidemment, Tsunoda n'a que 3 points cette saison marqués lors du sprint en Chine, mais aurait pu en avoir plus, n'eût été des erreurs stratégiques de Racing Bulls qui ont fait passer Ferrari comme étant
des génies parfois. Je m'excuse auprès de la Scuderia. Mais Tsunoda a offert de bonnes performances en piste malgré ses 3 points. Et comme je l'ai dit, c'était quelqu'un qui avait été beaucoup considéré comme étant le successeur à Sergio Perez, même si Lawson, au dire de la direction de Red Bull, principalement de Christian Horner, qu'il a meilleur potentiel que Tsunoda. Alors, je pense qu'on va se dire, c'est le moment de se prouver pour Yuki de prouver de quoi il est capable. Marc-André, tu avais évoqué la maturité. Maintenant, c'est le moment de le prouver. Totalement. Je me demande dans quel état d'esprit il est présentement parce que c'était probablement pas dans sa carte de bingo d'être de la Red Bull au 3e Grand Prix. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment il va se positionner. En plus, tu embarques dans ton Grand Prix national, c'est quand même une histoire assez incroyable tout ça, là. Donc, je suis vraiment curieux de voir comment tout le monde va se comporter. Visiblement, Yuki va avoir plus de lousse que Liam Lawson en raison de son expérience, en raison de tout ça. Puis en même temps, je veux dire, tu peux pas retasser Yuki pour Hadjar si jamais ça fonctionne pas, là. Donc, à un moment donné, faut que tu aies une stabilité. Yuki, vous le savez, j'ai toujours eu mes réserves, mais dans les circonstances actuelles, peut-être que c'est le meilleur pour prendre le poste. Puis je sais même pas si je veux me risquer d'une prédiction parce que sans blague, je sais vraiment, vraiment, vraiment pas comment il va se comporter. Ça va être important pour lui d'être calme à la radio parce que ça va revenir rapidement. Après ça, souvent les pilotes disent qu'ils n'écoutent pas les oui-dire des médias sociaux, de tout ça, mais faut pas qu'il se rembarque dans une spirale de négativité rapidement. Prouve-nous que tu es rendu mature, prouve-nous que tu es rendu un pilote qui puisse être visiblement dans la 4e meilleure voiture ou la 3e meilleure voiture de ce plateau-là. Oui. Anna Maria, est-ce que tu partages les mêmes propos que Marc-André? Oui. Vraiment, les mêmes propos que Marc-André. J'espère que Yuki, ça va marcher. Parce que j'ai confiance, parce que je pense qu'il y a moins de stress sur Yuki. Ouais. Je pense que lui, la pression, il la prend bien. Il y a moins de stress. Et tout ce que je disais à ma fille en blague, tout ce que pourrait faire Yuki, c'est que ça soit trop rapide et il finisse pour cracher, mais je pense pas qu'il va être lent comme Lawson. Je pense qu'il va faire mieux quand même. Oui, moi je pense que Tsunoda, depuis, comme Marc-André l'a dit, on l'a vu, quelqu'un qui a des éclats de frustration à la radio. Il y a eu aussi cet épisode l'année dernière après le Grand Prix de Bahreïn où il fait une queue de poisson à Daniel Ricciardo parce qu'il n'avait pas apprécié les consignes d'équipe qui lui ont été imposées. Mais l'année dernière, Tsunoda a quand même fait de bonnes courses, puis on l'a vu aussi capable de tirer un peu le maximum de cette RB Racing Bulls, Toro Rosso, whatever. Minardi, original. Mais là, il va arriver, comme encore une fois, jeté carrément dans l'eau du bain à son Grand Prix national. Au moins, la différence, c'est que Dr. Helmut Marko a dit que là, ce sera pour le reste de la saison. Advienne que pourra ensuite, étant donné que, Tsunoda est un pilote qui a grandi dans l'atmosphère Honda et on sait que actuellement, c'est la dernière année du partenariat entre Red Bull et Racing Bulls avec les moteurs Honda. Donc, c'est un peu une vitrine que Tsunoda vient de s'offrir.
Je sais pas si quelqu'un veut Oui. réagir à ça. Oui, Non, vas-y, oui, Amanda. c'est ça, mais en plus, comme tu l'as dit, Honda, c'est son dernière année. On ne sait pas, peut-être Yuki va performer et Honda décide, OK, il le va mettre dans son autre équipe. Je pense que c'est ça aussi qui empêchait Red Bull de décider avant. Parce qu'il disait, mais c'est mieux garder un pilote que je vais garder longtemps, qui apprend sur la Red Bull, que prendre un pilote que de toute façon, il va s'en aller l'année prochaine, parce que je ne sais pas si Yuki va s'en aller, mais c'est sûr que lui se le protégeait de Honda. Mhm. C'est ça. Donc, là, comment je dis, je pense que Yuki est dans le bon moment et si on allait le mettre sur la Red Bull, c'est le bon moment, c'est son Grand Prix national, ça ne sert à rien changer un Grand Prix après quand tu aurais pu donner la chance à Yuki dans son Grand Prix national et en plus, il est bien perçu parce que peu importe si Red Bull il a pris une mauvaise décision avec Lasso, au moins là, il prend une bonne décision. Les donne son Grand Prix national, tout le monde est content et ça va être mieux perçu quand même. Ouais. Ou sinon, ça aurait été à la traditionnelle, après la traditionnelle pause aussi. Mais si on m'avait dit Mais que c'était Lawson qui allait être remplacé avant Jack Doohan, on m'aurait traité de fou. Mais aussi, je pense que j'avais aussi dit ça l'année dernière quand il y a eu beaucoup ces rumeurs de remplacer Perez justement durant l'été. Moi, il y avait quelque chose qui m'avait où je m'étais dit ouais, mais tout le monde considère Yuki Tsunoda comme étant le prochain. C'est pour ça que j'ai dit, je pense que c'était mieux que Red Bull reste avec Perez à la fin de la saison parce que, Lawson est trop inexpérimenté. Deux, je ne pense pas. Ben, deux, Ricardo, les performances n'étaient pas là, ça allait offrir. S'il voulait revoir le Ricardo de 2014 à 2018, il pouvait oublier ça. Et trois, ben, je ne pense pas que Red Bull avait Yuki Tsunoda dans sa soupe. Là, les circonstances obligent. Ils sont obligés de se tourner vers lui parce que tu peux pas donner le volant à une verte recrue en Isaac Hadjar. Donc, moi, je pense que Tsunoda était là et là par défaut parce que ils sont pas satisfaits avec Lawson, juste que c'était trop tôt de le mettre dans le baquet. Donc, Tsunoda était là par défaut. Mais, dernière chose, là où Red Bull l'a échappé solide, c'est de ne pas changer Checo avant. Parce que si il pensait vraiment prendre la leçon, qui n'a aucune expérience sur la Red Bull, tant qu'à faire, tu le donnes la voiture de Checo 2 ou 3 Grands Prix comme ça, tu peux voir qu'est-ce qui se passe. Et en plus, lui, il va arriver avec moins de stress aussi. Parce qu'il remplace Checo, tu le donnes 2 ou 3 Grands Prix, comme ça, tu es sûr de signer le bon pilote. Ouais, mais ils n'ont pas fait ça. Regarde, Alpine, malgré tout, malgré que ce n'est pas mon équipe préférée, l'a fait. Ouais, mais ça, c'était. Et ça va relever de probablement des accords parce que sûrement, s'il y a résiliation, ben, on le voit, Red Bull paye Checo pour. Oui, le problème, c'est pas une question de pilote, c'est la question financement. Puis, Marc-André, juste avant qu'on passe au sujet final, ben, au point final, tu voulais ajouter quelque chose? Ben, j'ai hâte de voir, tu sais, on avait entendu des rumeurs de discussion entre un eux puis le Réactoré concernant Colapinto. Oui. Devons-nous y croire ou pas? Je ne vais pas baser ma réflexion sur
sur sur ces discussions probables, parce que on ne sait pas qu'est-ce qu'ils se sont dit, puis on ne sait pas si c'est réellement ça qui s'est passé. Mais moi, je me questionne quand même à savoir pourquoi Colapinto serait, disons, dans le viseur de Red Bull. Est-ce qu'on pensait que Liam Lawson n'était tout simplement pas dans les plans pour la Racing Bulls, ou on pensait vouloir avoir quelqu'un d'un petit peu plus d'expérience que Isaac Hadjar? C'est pour ça que je veux pas m'embarquer dans ces ragots puis dans ces rumeurs-là, mais je veux juste soulever le point que si réellement il y a eu discussion entre Alpine et Red Bull pour Colapinto, je me demande bien pourquoi, parce que je ne crois vraiment pas que ça a été pour la Red Bull, là. Je veux dire, je pense quand même que Tsunoda est en meilleure posture de réussir à faire quelque chose avec cette voiture que Colapinto, bien sûr, là. Puis, tu changes. Puis, j'ai utilisé une de nos bonnes vieilles expressions québécoises. En remplaçant Lawson par Colapinto, ce serait changer 4,30 sous pour une pièce. Ouais. Parce que, encore là, c'est Colapinto, c'est 9 Grands Prix d'expérience contre les 11 de Lawson sur 2 saisons. Plus beaucoup de dépenses pour Colapinto dans ces Grands Prix. Ouais, ça c'est l'apport marketing que qu'amènerait l'arrivée de Colapinto. Bon. Non, mais tu parlais de lui à classer pour sa voiture quand même. Ouais, il y a ça aussi. Bon, maintenant on va parler de l'éléphant dans la pièce. Ben, le sujet éléphant dans la pièce, c'est la gestion de Red Bull. Parce que on s'entend, premièrement, c'est pas nouveau que Red Bull change de pilote durant la saison, comme il change de sous-vêtements, ou comme le CF Montréal change d'entraîneur à chaque année, ou le Toronto FC aussi, parce que je vais pas entraîner, je vais pas laisser le CF Montréal se faire bâcher. Toronto aussi fait ça, mais la gestion des pilotes chez Red Bull, elle est catastrophique. Elle est incroyablement catastrophique parce que en faisant ça, puis vous l'avez dit, c'est après 2 Grands Prix, mais c'est aussi pas directement, mais indirectement, c'est un aveu d'une erreur d'avoir promis Liam Lawson trop rapidement. D'autant plus aussi que déjà, toutes ces histoires de changer de pilote en cours de saison, c'est aussi un aveu. Ça a été aussi un aveu. Soit, oui, il y a eu des clauses de performance. Je peux comprendre et ça existe en Formule 1, mais de là, ça va trop loin. Puis, j'ai l'impression que Red Bull ne fait que répéter les mêmes erreurs année après année. Donc, là, on est en train d'épuiser le stock de pilotes qui peuvent aller. Puis, j'ai peur pour Arvid Lindblad, qui est bon, mais pour l'instant, en Formule... Là, c'est sa première saison en Formule 2, mais c'est lui ça risque, lui, d'être le prochain qui va faire le saut en Formule 1 en représentant la filière Red Bull. C'est tellement difficile. Et je me demande même, qu'est-ce qui est pire entre être entraîneur du CF Montréal ou être le second pilote chez Red Bull actuellement? Marc-André. Je pense que c'est 2 postes où tu es sur un siège éjectable à tout moment. Puis, je veux dire, on vit dans un monde. Je vous amène dans un monde hypothétique. Mais demain matin, Verstappen décide de quitter, par exemple. Mm-hmm. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe avec Red Bull? Sans blague. Je veux dire, sans dire que Red Bull est Verstappen et que Verstappen est Red Bull, ça serait vraiment terrible pour eux. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir être capable de trouver une stabilité. Puis, je pense que dans cette
instabilité-là, ce que tu crées, c'est une pression tellement énorme que c'est possible que tu puisses pas évoluer et performer dans des conditions aussi difficiles. Euh, je dirais, Pierre Gasly n'était pas prêt. Ça, je suis convaincu. Je suis prêt à mettre ma main au feu. Il n'était pas prêt. Aujourd'hui, ce serait tout autre chose. Albon a été pitché en milieu de saison, a super bien fait au début, mais encore une fois, il n'était pas prêt. Et à son année Checo. recrue en plus. En plus. Puis en plus, ben, fallait qu'il ait la pression de faire mieux que Pierre Gasly parce que tu le remplaces en milieu de saison, c'est pas facile. On passe à Checo. Checo expérimenté, capable de faire beaucoup de choses, a connu de bons moments comme a connu de très bons mauvais moments. Mais encore là, tu avais un pilote qui très instable, je crois, dans son dans sa confiance. Dès qu'il perdait confiance, il perdait confiance à tout prix. Donc, je veux dire, on n'a pas eu de stabilité, puis dans l'instabilité, ça créait une pression énorme. J'ai vraiment hâte de voir comment ils vont pouvoir faire. Puis, tu sais, Yuki, je pense pas non plus que c'est la solution. Donc, qu'est-ce qui se passe? Anna Maria? Qu'est-ce que la gestion de Red Bull? Comme je dis avant, Red Bull, il a fait plusieurs erreurs. Un de ces erreurs, c'est, ben oui, on disait, mais il n'y a pas de pilote pour changer Checo, mais il y avait quand même quelqu'un pour faire tester au moins. C'est vrai que l'année passée, c'était pas la meilleure année niveau gestion de Red Bull. Même entre eux-mêmes, ils ne savaient pas quoi faire. Dans Laval, ils ont perdu Niwi parce que c'est ça, Niwi cette année. Et cette année, de tant de rumeurs, de tant de choses, qu'il y a eu la menace, si ça continue, je m'en vais. Et finalement, il est parti. Il est parti, donc, il reste Max, il veut que ça performe et que ça continue comme si de rien. Mais je pense qu'il faut qu'il commence à prendre de meilleures décisions parce qu'on n'a pas beaucoup de pilotes là derrière. Et oui, et si Max s'en va, il n'y a pas de pilote, mais je pense aussi que si Max il part de Red Bull, il va y avoir des pilotes qui voudraient lâcher les volants. C'est sûr qu'ils ne vont pas rester sin aucun pilote. Le seul problème, c'est qu'il faut qu'il aille chercher quelqu'un. Sainz, oui, un bon pilote, mais à la fin, j'imagine que Sainz ne voulait pas être le 12e non plus. J'ai déjà parti de Red Bull à cause de ça. Mais en même temps... La première fois. Mais il y a aussi quelque chose qui a retenu mon attention, là. C'est trois mots qui ont retenu mon attention, qui ont été prononcés par Christian Horner dans tout ça, c'est « duty of care ». Quand il était question de « Ah, ben c'est notre devoir de s'assurer de donner le meilleur pour Liam Lawson ». Christian, es-tu en train de nous fucking gaslighter? Ouais. Bro! Avec Helmut Marko, tu dis, ah ben on sait Liam Lawson a un meilleur potentiel que Yuki Tsunoda. Ce qui est vrai. D'accord. Mais tu décides de le mettre, encore une fois, de le jeter dans l'eau du bain alors que il commence sa saison sur des Grands Prix où il n'a jamais été. Il n'a jamais été à Melbourne. Il n'a jamais roulé à Shanghai. Et pourtant, et là arrive le Japon où il a très bien fait en Super Formula. Et là, tu décides de le laisser tomber. Et là, tu viens nous dire que c'est du duty of care. Tu nous fucking niaises. Non, mais c'est... Et je crois que maintenant, avec tout ça, avec cet autre changement de pilote, mais là, le monde commence à en avoir assez. Tu vois, il y a Will Buxton anciennement sur Twitter qui a dit qui trouve justement le terme
duty of care ridicule. Il y a Guido van der Garde, l'ancien pilote de Formule 1, qui a carrément envoyé son message de soutien à Liam Lawson sur un post Instagram qui a été aimé par Nico Hülkenberg, Pierre Gasly et un certain Max Verstappen. Parce qu'on dit, oh oui, mais la Formule 1, c'est un sport qui est, excuse-moi le terme, ruthless. J'ai pas le terme, j'ai oublié le terme français de ruthless. Impardonnable, voilà. C'est impardonnable. Mais tu dois aussi être en mesure d'accompagner le pilote dans tout ça parce que à la fin, c'est toi qui vas payer le prix. Puis je suis sûr que c'est ce qui va arriver avec Red Bull. Déjà, on parle de Perez. Oui, il y a eu des moments où ça a été mauvais, mais quand la voiture quand la voiture a commencé à dérailler dès le Grand Prix d'Espagne l'année dernière, Perez en avait parlé. Voilà, qu'est-ce qui arrive? Ouais. On a beau blâmer Checo pour ses mauvaises performances, que ce soit ici ou bien même ailleurs, mais il faut aussi admettre que Red Bull ne s'est pas aidé. Fait que leur propos de duty of care, là, qui se la ferme? Ouais. Je pense que tu as bien résumé la situation, Abdou. Ouais. Je veux dire, cette voiture-là est inconduisible, puis ça fait quoi? 3 ans qu'elle est inconduisible, puis est-ce que Checo était le meilleur pour rapporter les problèmes? Écoute, j'ai de l'expérience, Checo. Là. Si lui, il n'a pas été capable de le faire, comment tu penses que Liam Lawson peut le faire en 2 courses? Comment tu penses que Yuki Tsunoda va être capable de le faire en je ne sais pas trop combien de courses? Il va rester 22 courses, en 22 courses. Je sais pas. Puis, tu sais, encore là, comme je disais au début du podcast, on a souvent parlé d'une différence énorme entre celle de Max et la deuxième, mais elle est peut-être pas si grosse que ça, finalement, la différence. Mais, mauvaise blague, mais dit que la grosse différence, c'est les mains. C'est quoi? J'ai pas bien compris. C'est les mains derrière le volant. Ah, c'est lui qui pilote, le pilote. Ouais. C'est ça la grosse différence. La voiture, il y a peut-être des petites choses, mais la grosse différence, c'est que il y a des gens qui disent, mais pourquoi ils ne donnent pas la voiture de Max à Checo? Il dit, mais c'est ça l'erreur. Ils donnent la voiture de Max à Checo, mais il n'est pas capable de la conduire. Parce que c'est pas son style de pilotage. Mais Red Bull, il faisait d'ajustements pareil, mais il n'était pas capable. Mais il ne faut pas tout, je ne mets pas tout la blâme sur Red Bull, parce que Checo, il a commencé ici, il a commencé à non, il a tombé parce que la première session, oui, il n'a pas réussi était 12e dans le championnat, il a quand même fait des pôles, il a quand même gagné des courses. C'est juste que là, à chaque fois que se mettait dans la tête qu'il allait en compétition contre Max, c'est là où Max, il sautait tout son potentiel, il le mettait à sa place. C'est ça aussi, parce qu'on parle toujours de la 12e voiture, est mauvais. Non, mais il n'était pas si mauvais. Il a quand même fait 12e dans les championnats, il a quand même fait des courses, mais il a fait beaucoup d'erreurs aussi. L'année passée, Checo, il a fait beaucoup d'erreurs de pilotage. On peut blâmer la voiture longtemps, mais lui aussi, il a fait beaucoup d'erreurs et ce n'était pas des erreurs, c'était pas problème de voiture. Oui. Et c'est là où on disait, c'est pas non plus toute la faute de Red Bull. Et même Red Bull, il a mis un coach mental, il a fait plein de choses pour essayer que Checo réussisse. Et ça n'a pas marché. Donc maintenant, Liam Lawson, il est dans le Grand Prix, il dit, ben, tout va, on va le mettre dehors tout de suite. Oui, d'accord, mais ça reste que c'est un pilote expérimenté contre quelqu'un d'inexpérimenté. Donc là, tu dois traiter les pilotes de manière différente. Pas comme si c'était parce que c'est pas comme si c'était des expérimentés de genre
5-10 saisons. Là, on parle de pilotes qui, par exemple, dans le cas de Pierre Gasly, qui a été jeté après une saison complète et quelques Grands Prix en 2017. Il a disputé quelques Grands Prix en 2017, a fait une saison complète en 2018, arrive en 2019, carrément largué par Max Verstappen. Alex Albon, à son année recrue, alors personne ne s'attendait à le voir chez Toro Rosso. Là, d'accord, il a fait mieux que Gasly, mais ensuite, en 2020, sur une saison complète, ça s'est moins bien passé. A été remplacé par Sergio Perez parce qu'il était disponible. Là, ensuite, Perez, ça commence bien, aide Red Bull à aller chercher le championnat des constructeurs. Et a été d'une aide solide pour Max Verstappen à Abu Dhabi. Ensuite, ça périclite. On lui offre tout de même une prolongation de contrat de 2 ans. Quand tout le monde n'était pas dupe, on voyait que ça n'allait pas bien. Alors, là-dessus, d'accord, Perez et les autres pilotes ont leur part de responsabilité, mais comme dirigeant d'écurie, tu dois t'assurer du meilleur. Et présentement, ce n'est pas ce que je vois de l'autre côté du garage. Oui, mais mais là, je veux que c'est là où on revient à nos moutons. C'est la mauvaise gestion de Red Bull. Là. À partir de là, c'est la mauvaise gestion. Parce que si tu décides monter sur la voiture qu'il n'y en a aucune expérience, là, c'est l'erreur de Red Bull. Fallait laisser faire au moins une session complète dans la Minardi. Il était trop rapide parce qu'il n'y avait pas, je sais pas, il n'y avait pas confiance en Yuki. C'est ça. Ben, justement, c'est peut-être ça. Peut-être ça aussi qui est en train de le rattraper. Oui, c'est pas tant qu'il ne donne pas les outils, c'est pas tant qu'il n'a pas donné la chance, il n'est pas aidé. C'est juste que, comme tu l'avais dit, il n'y avait aucune expérience. Et on s'attend que des voitures comme la Red Bull, des voitures comme la Ferrari, les pilotes n'y arrivent pas pour leur donner la chance. Ils arrivent pour faire performer la voiture. Et c'est ça l'erreur de Red Bull. C'est ça le gros erreur. Parce que tu ne peux pas mettre l'argent là juste pour lui donner la chance. Non, la chance, il va l'avoir, mais dans la Minardi. Exact. Donc, je pense que ça aurait été mieux de laisser Lawson au moins une autre saison chez Racing Bulls. Là, ils se rendent compte de leur erreur. Puis, je pense pas que puis Marc-André, corrige-moi si je me trompe, c'est pas dans les habitudes de Red Bull d'admettre leur erreur sur les décisions des pilotes. Puis ils veulent pas le faire non plus. Pas du tout. Ils vont tout faire pour éviter ça. Historiquement, je me rappelle pas que Christian Horner a pris le blâme. C'est toujours les autres le problème. C'est toujours la voiture. C'est toujours, à un moment donné, regardons-nous le nombril. Je veux dire, il y a des ingénieurs qui travaillent sur cette voiture-là. Puis c'est des ingénieurs dont j'ai le plus grand respect parce qu'ils ont réussi à créer une très bonne voiture pour Max. Mm-hmm. Mais à un moment donné, il y a 2 pilotes, il y a 2 voitures. Comment il peut y avoir une si grosse différence entre les 2 voitures? Sérieux, moi, ça me rentre vraiment, vraiment pas dans la tête. Puis je veux compléter là-dessus parce qu'on parle beaucoup de tout ça, mais Max Verstappen dans tout ça aussi, hein? Qu'est-ce qui... Parce que j'ai parlé de... Parce qu'il a aimé la publication de Guido van der Garde étant critique sur la décision de Red Bull de se départir de Alonso. Mais lui, dans tout ça, là, je pense pas que c'est quelqu'un qui était content d'apprendre la nouvelle. Non, mais je pense que aussi sur les postes de Van der Garde, j'ai remarqué qu'il parlait aussi
lo difficile que c'est la critique sur les pilotes qui ne donnent pas de chance de premier Grand Prix, tu ne fais pas bien, mais ce n'est pas juste l'équipe qui a la pression, tu vois, le monde, il voulait qu'ils ne performent pas. Parce que j'ai écouté une vidéo, donc ça aussi, je dis, c'est pour ça aussi qu'il y avait beaucoup de pilotes qui ont aimé ces commentaires, j'imagine, parce qu'ils ne parlaient pas juste de Red Bull, qui les vidéos, ils parlaient de tout ce que les pilotes, ils doivent endurer quand tu arrives et on veut juste que tu performes, tout le monde oublie que tu n'es pas si mauvais, que tu es capable, tout le monde y attend juste pour faire la blague ou pour te détruire dans les réseaux sociaux, parce que c'est ce qui passe avec la son. Premier Grand Prix, et c'est pas juste lui le seul qui a craché. Ouais, puisque ça... Et puis en plus, déjà en ce départ, en laissant aller Lawson, ben, tu écartes un problème qui est le fait que la voiture reste problématique, malgré tout ce qui a été dit par Verstappen, mais aussi par Perez l'année dernière. Et c'est un peu la continuité. Et c'est un peu la continuité. Donc, évidemment, encore une fois, Lawson est inexpérimenté, donc lui ne sait pas comme à quel point cette voiture est là, il a expérimenté pour voir la voiture, elle est difficile à conduire, mais pas à un autre niveau comme, par exemple, un Max Verstappen peut le percevoir, Marc-André. Totalement. Puis, tu sais, Max l'endure depuis très longtemps. Il la connaît. Il sait comment la conduire. Il sait à quel moment elle va se faire du sous-virage. Il sait dans quel virage il la connaît. Puis je pense pas qu'elle change tant que ça non plus avec le temps. L'affaire, c'est que le temps en piste a réduit considérablement dans les dernières années. Oui. Ça fait en sorte que Liam Lawson n'a pas tant roulé que ça avec, là. Puis, bon, c'est bien sûr, dans Drive to Survive, c'est très, très... c'est hollywoodien un petit peu comment c'est fait, là, mais combien il y a eu de tours de préparation avant le tour? On parle de 3 dans l'émission, mais je pense pas qu'il y a eu beaucoup de temps pour rouler avec. Donc, ça fait en sorte que quand la voiture est dans de conditions parfaites, ça se peut que tu fasses un super beau tour, là. Mais après ça, les courses sont pas tout le temps. Il y a des adversaires à côté de toi. Tu peux pas faire ce que tu veux sur la piste. Donc, si ta voiture fait du sous-virage, ça se peut que tu sois craintif. On le voyait, là, il n'y avait pas une conduite superbe et très confiante, Liam Lawson. J'ai hâte de voir Yuki Tsunoda dans ce niveau de confiance-là envers la voiture. Tu sais, les pilotes roulent à 300, 280. Faut que tu aies confiance en ta voiture parce que sinon, c'est sûr que tu vas être freiné par quelque chose. Là. Mm-hmm. Mais oui. Et pour terminer... Oui. Ouais, vas-y, Anna-Maria, oui. Non, je vais pas, mais... Je vais te laisser. Et j'ai envie de dire en terminant mon message à Yuki Tsunoda avant ses premiers tours de roue dans la RB21. Bonne chance, Yuki, tu vas en avoir besoin. Alors, ça promet. Ça promet, moi je dis, ça promet beaucoup. Et à la maison en plus. Alors, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP. Notre prochain rendez-vous, ça va être l'émission d'après-course, justement, du Grand Prix du Japon. Mais le prochain épisode hebdomadaire, ce sera la semaine prochaine. Et là, ce sera le premier quiz de l'année. Donc, je vais déjà commencer à rédiger les questions. Puis ça se peut qu'elles soient autant faciles que difficiles, je vous préviens, Anna-Maria et Marc-André. Ah! Parfait, j'ai pris en note. Donc, pas des questions pièges. Oui, il va y avoir des questions pièges, ça je le sens. Donc, on est disponible sur toutes vos plateformes de podcasts préférées, donc Spotify, Apple Podcasts et même sur YouTube. Le Bulletin GP est disponible sur les réseaux sociaux Facebook, Blue Sky, Instagram et Threads @lebulletingp.
On est aussi sur le groupe Facebook La Monoplace où vous pouvez parler du Grand Prix sur le fil de course, partager votre amour du sport sur cette plateforme de F1 au Québec pour ceux qui sont sur Facebook. Et nous, on se retrouve au prochain épisode. Anna Maria, Marc-André, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi, c'est toujours un plaisir. Merci à toi, Abdou. Donc, mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP et on se retrouve pour un prochain épisode de ce balado. Allez, salut tout le monde! Salut à tous!